Je vais passer la parole à Laurence Tubiana, qui est la présidente de l'IDRI et qui est facilitatrice du débat national. Actuellement, dans la façon dont le débat national se déroule, quelle est la place de la préoccupation du coût et de la compétitivité, Madame Tubiana? Le coût de l'énergie, il pèse de façon très différente selon les secteurs, la taille des entreprises, les secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale, qui sont bien délimités, et puis les autres. Le problème, c'est la crédibilité de la trajectoire pour y arriver. Et comment est-ce qu'on peut mettre tout de suite, là, dans les 5 prochaines années, ce qui va être l'objet de la loi de programmation, elle ne va pas décider de l'image de la France en 2050, c'est pas sérieux. Il n'y a pas une loi de programmation 2014 qui va dessiner ce qu'est la France en 2050. Personne n'y croit. Mais en revanche, il faut qu'on converge, on fasse converger les acteurs économiques, sociaux, ce compromis social dont parlait Delphine Batho, vers une trajectoire pour se dire qu'au moins, pour ne pas attendre... cette espèce de rêve, on est en 2040 et tout d'un coup on va faire disparaître les émissions de carbone, les émissions de méthane, les émissions d'HFC. Ça, c'est pas vrai non plus. Donc il faut être raisonnable, il faut être crédible. Je voulais demander à François Brottes, vous avez notamment très récemment donné votre nom à une proposition de loi particulièrement marquante sur la tarification, mais dans laquelle on parlait de tarifs sociaux, mais aussi on parlait d'éoliens. Quel est le rôle du législateur là-dedans? Le législateur, il doit... dans sa sagesse, qu'il n'a pas toujours, à la fois donner un cap et une lisibilité, et à la fois avoir une réactivité suffisante pour que quand on s'est trompé, on puisse corriger le tir. Donc le législateur, il a une responsabilité majeure. Faire la loi, malheureusement, c'est long, ça prend beaucoup de temps, et ce temps-là, c'est un temps qui fait que lorsqu'on décide quelque chose avec la loi, on est déjà en retard, souvent, sur ce qui est en train de se passer par ailleurs. Il y a des industriels dans ce pays, comme dans le monde entier, qui sont des électro-intensifs ou quasiment des électro-intensifs, qui dépendent quasi exclusivement du coût de l'énergie. Alors quand on nous dit qu'il faut moyenner tout ça, finalement, dans le tissu industriel, c'est assez peu, sauf que ces industriels, si elles disparaissent, c'est toute une série d'autres activités économiques qui s'en vont. Et donc on doit veiller, comme à la prunelle de nos yeux, au maintien de ces activités sur notre territoire. Bruno Lafont, pour vous, comment vous conciliez transition vers une énergie durable et puis la compétitivité de votre entreprise? Comment est-ce que vous faites, vous, face à cette question? Je voulais revenir un tout petit peu sur le débat de tout à l'heure, parce que je vais vous dire ce qui m'a un peu frappé. Ce qui me frappe, c'est que l'énergie, c'est un peu deux jambes. La première jambe, c'est le climat. Je pense que tout le monde a bien compris que le climat était un sujet clé, mais c'est aussi la compétitivité. Et quand on regarde le phénomène américain dont a parlé Pierre Gadenex tout à l'heure, sans mentionner d'ailleurs que le prix du gaz aux États-Unis était 3 fois moins cher qu'en Europe, et que finalement cet axe donné, peut-être sans le savoir, par la politique énergétique américaine à la compétitivité, sous réserve que sur les aspects climat, en tout cas la situation, elle présente un enjeu considérable pour l'économie européenne. Lafarge, c'est 16 milliards de chiffre d'affaires, c'est 2 milliards 200 millions de coûts d'énergie qui sont répartis entre fuel d'un côté et électricité de l'autre à peu près pour moitié. Il y a 4 ans avant la crise, c'était 1,8 milliard et pas 2,2 milliards, parce que pendant la crise, en plus, les coûts d'énergie se sont fortement augmentés. Alors nous avons deux axes. Le premier, c'est de réduire nos coûts d'énergie. Effectivement, l'énergie, c'est 1/3 de nos réductions de coûts, et ça se passe par substituer tous les fuels chers par des fuels moins chers, et si possible par des fuels que personne ne peut utiliser. Et là-dessus, il y a un vrai travail de compétitivité. Notre pourcentage de déchets utilisés en France est de 30%. Notre pourcentage de déchets utilisés en Allemagne est de 70%. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une différence dans l'application des directives européennes de gestion des déchets en France et en Allemagne. Donc il y a déjà un sujet de compétitivité énergétique à l'intérieur de l'Europe. Le deuxième aspect, évidemment, c'est la réduction de notre empreinte environnementale et la lutte contre le changement climatique. Et là-dessus, on a pris très tôt des engagements de réduction de CO2. Oui, j'ajouterais, pardon, si l'image n'est pas très belle, une troisième jambe à la politique, à toute politique énergétique. Il y a le climat, il y a la compétitivité et il y a la sécurité d'approvisionnement. Je vois un monde à trois vitesses. Il y a d'abord le monde émergent. Et dans le monde émergent, puisqu'il n'y a pas de croissance économique sans croissance énergétique,
c'est d'abord une course au volume. Il faut le reconnaître. Ça ne veut pas dire que les préoccupations environnementales soient absentes. Au contraire, elles sont là. Elles sont peut-être au deuxième rang. D'abord satisfaire en quantité. Dans un certain nombre de pays, le développement du gaz, quand il peut se faire au détriment du charbon, est le principal facteur de réduction des émissions de CO2. 80 à 90% des besoins futurs dans le monde d'ici 2030 en énergie seront situés en dehors de l'OCDE, c'est-à-dire en dehors de l'Europe, en dehors de l'Amérique du Nord. Deuxièmement, les États-Unis, la révolution du gaz de schiste et du pétrole de schiste fait qu'aujourd'hui, l'Amérique a du gaz très compétitif, mais aussi de l'électricité très compétitive. Puisque nous, il se trouve que les États-Unis sont notre premier pays de capacité de production d'électricité. Donc aux États-Unis, nos centrales à gaz tournent à plein. En Europe, on les ferme. L'Europe est extrêmement avancée dans une transformation que je crois absolument irréversible. Absolument irréversible. La transition énergétique, en vérité, ça fait 10 à 15 ans qu'elle est en marche en Europe, sous l'effet d'abord de la dérégulation, que l'Europe a menée à marche forcée. Deuxièmement, sous l'effet de la décentralisation de l'énergie distribuée, parce que les nouvelles techniques, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, que ce soit la géothermie, que ce soit la biomasse, que ce soit les petites cogénérations, sont des formes de production d'électricité qui peuvent être très près des territoires, très près des consommateurs, et parfois même exploitées directement par les consommateurs qui deviennent eux-mêmes autoproducteurs. Donc c'est une vraie révolution. Le monde ancien des centrales de plus en plus grosses, très centralisées, avec un acteur central, ce monde-là est en train de disparaître progressivement. Il va mettre encore un petit peu de temps, mais ce monde s'efface. Xavier Timbaud, vous vous occupez du département analyse, mais prévision aussi de l'OFCE. Sur quel scénario est-ce qu'on peut travailler? Sur quelles échéances travaillez-vous dans vos prévisions? La méthodologie aujourd'hui sur laquelle on cherche à travailler à l'OFCE, c'est pas de construire des scénarios, c'est de construire des instruments collaboratifs, si vous voulez, c'est-à-dire dans lesquels tout le monde peut intervenir, sur lesquels les données vont être mises sur la table, avoir ces éléments-là, oui, les partager et savoir sur quoi on n'est pas d'accord. Une fois qu'on a tout ça sur la table, après, face à certaines circonstances, on peut prendre une décision rapidement en appréciant les conséquences. Faire des politiques, décider telle ou telle trajectoire, rationaliser telle ou telle trajectoire. Il s'agit aussi de prendre des décisions qui sont rationnelles, dont on maîtrise les conséquences, dont on maîtrise les impulsions, les causes. Et je pense que le débat sur la transition énergétique va faire apparaître ça. Mais voilà, il faut accepter cette culture. Oui, c'est un espace qui est pertinent. Malheureusement, actuellement, je suis désolé pour le représentant du commissaire. Il aura l'occasion de s'exprimer après. Oui, donc. La politique européenne, aujourd'hui en matière d'énergie, pour faire court, c'est un peu un triple échec. Je reprends les trois, au fond, pour le diagnostic, les trois thèmes de la politique énergétique européenne, climat, compétitivité, sécurité d'approvisionnement. Sur le climat, honnêtement, c'est un échec. Deuxièmement, sur le plan de la compétitivité, l'énergie est plus chère en Europe. Et il ne faut effectivement pas oublier, nous militons l'un et l'autre sur la place de Paris, à Paris Europlace, à la compétitivité financière, sur lesquelles nous avons aussi des handicaps. Mais il ne faut pas oublier le troisième volet de la politique énergétique, c'est la sécurité d'approvisionnement. Or, on a ce paradoxe aujourd'hui que en incitant aux constructions de centrales solaires ou de centrales éoliennes, on crée des surcapacités supplémentaires, s'ajoutant aux surcapacités existantes. Donc on pourrait se dire, pas de problème, la sécurité d'approvisionnement est assurée. Et en fait, c'est l'inverse. Ces unités sont intermittentes. Et donc, elles ont besoin, quand il n'y a ni vent ni soleil, de capacités de backup. Or, ce n'est pas le nucléaire qui va servir de backup, ce n'est pas l'hydraulique qui va servir de backup, difficilement le charbon, c'est le gaz, centrale à gaz. Or, du fait de l'ordre de mérite, les centrales à gaz sont aujourd'hui dans une situation absolument tragique dans toute l'Europe.